Je suis originaire de Saint-Malo et je suis prêtre. Donc, j'ai fait mon service militaire en 56, 57 et 58, puisque j'ai eu le privilège, entre guillemets, de faire 30 mois de service. Donc, je suis parti en mai 56 et j'ai été libéré en octobre 58, 2 ans et demi. Donc, j'étais séminariste à l'époque, et les moyens de diffusion qu'on avait au séminaire étaient vraiment très réduits. On avait quand même obtenu d'avoir la lecture des gros titres de Ouest France. Mais c'est tout ce qu'on avait comme renseignement. Et donc, moi, je suis parti au service militaire sans aucune conscience de ce qui se vivait en Algérie. J'ai commencé mon service militaire à Rennes. Et puis, au bout de quelques mois, je suis parti en Algérie, à l'école qui formait les officiers, à Cherchell. Alors, Cherchell, c'est une ville qui est entre Alger et Oran, plus près d'Alger que d'Oran d'ailleurs, au bord de la mer. Et c'était une école qui formait des officiers, mais vraiment, on les formait à l'appel. Hein. Il fallait des résultats, et tous les 3 mois, il y avait une promotion qui sortait avec une formation qui était plus ou moins comment dire, sérieuse. Je suis parti à ce moment-là avec mon grade de chef de section. Je suis parti en Tunisie. Et la Tunisie venait d'avoir son indépendance, et quelques mois après, ou quelques semaines même après mon arrivée, la Tunisie a souhaité que l'armée française quitte son territoire. Et donc, on est passé de l'autre côté de la frontière, en Algérie, et ce qui existait déjà s'est accentué à ce moment-là. La Tunisie servait de base arrière pour les renforts qui allaient en Algérie pour venir en aide aux Algériens qui faisaient la guerre contre la France pour obtenir leur indépendance. Étant donné la proximité de la Tunisie, qui était donc indépendante, et qui servait de base arrière pour les Algériens, donc les renforts en hommes et en matériel venaient de la Tunisie, et la France construisait à ce moment-là ce qu'on appelait la ligne Maurice. Maurice, c'était le nom du ministre de la guerre de la Défense nationale qui avait lancé cette idée-là. Donc, c'était un barrage électrifié avec de part et d'autre de la ligne électrifiée des barbelés, et puis également des mines. Et puis il y avait aussi, en certains endroits, ça commençait à venir, il y avait également des radars qui détectaient tout mouvement, alors que ce soit
que ce soit un homme ou que ce soit une branche d'arbre, quand il y avait un arbre, une branche d'arbre, ou un animal le radar détectait le... Et donc, on était, nous, en Tunisie, donc à proximité du barrage, et on était amené à aller à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui se passait sur le barrage. On était dans des situations physiques extrêmes, parce que donc on était à la limite du Sahara. Donc dans la journée, il faisait 50-60 degrés à peu près. Il n'était pas question d'avoir de la climatisation à l'époque. On était sous des tentes et pratiquement depuis le mois de mai 58 à octobre 58, quand j'ai été libéré, j'ai pratiquement pas dormi. Si bien que ce qui devait arriver est arrivé, c'est que les derniers jours de mon service en Algérie, je l'ai passé à l'hôpital de Constantine, où j'avais été emmené en hélicoptère. Et puis donc je suis rentré en France complètement. J'avais pratiquement pas dormi pendant. Enfin, j'ai dormi quand même parce que on peut pas ne pas dormir pendant si longtemps, mais on se reposait pas, quoi. Parce que donc je vous ai parlé de la ligne Maurice là, et donc à chaque fois qu'il y avait un incident, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y avait que le courant avait été coupé, qu'il y avait un écho-radar, qu'il y avait une mine qui avait sauté. Donc, on allait la nuit, on partait la nuit et on était en alerte 5 minutes. C'est-à-dire que entre le moment où l'alerte était donnée et 5 minutes après, il fallait que les camions roulent avec les bonshommes dessus. Donc, il n'était pas question de se déshabiller, il n'était pas question d'enlever ses godasses, donc on dormait pratiquement pas. Et pratiquement, j'ai terminé mon service à l'hôpital. Et quand je suis rentré en France, je n'avais qu'une hâte, c'est de dormir. Et pratiquement, je dormais, disons, 23 heures sur 24, quoi. On venait me réveiller pour me donner à manger, et puis je retournais me coucher. Voilà. Alors, inutile de vous dire que j'ai été aussi marqué par cette fatigue physique et la fatigue morale aussi. Parce que donc, j'étais donc sorti officier de l'école de Cherchel, et donc j'avais sous mes ordres 25 bons hommes qui en savaient plus long que moi sur le terrain, parce que ça faisait plusieurs mois qu'ils faisaient le travail. Et donc au début, c'est eux qui m'ont appris ce qu'il fallait faire. Et j'ai eu la chance, peut-être que je peux dire que c'est la providence aussi, j'ai eu la chance de n'avoir aucune perte dans ma section. Sauf une fois où il y a un avion français qui, au lieu de tirer sur les Fellagas, a tiré sur nous. Et donc, quand on s'est retrouvé debout après le passage de l'aviation, il y avait un de mes hommes qui était allongé par terre. Je me dis, ça y est, il est mort. Et puis en fait, non, il était tellement sonné que il était resté allongé. Et on avait le pantalon de treillis, on avait une poche sur la cuisse là, et il avait son porte-monnaie qui était dans sa poche.
Et il y a une pièce de monnaie qui avait été retournée par l'éclat de la roquette qu'il avait. Et donc, il avait juste une estafilade sur la cuisse, ça saignait à peine, c'était la seule blessure qu'il y avait. Voilà. Alors, j'ai aussi été confronté au problème de la torture, parce que donc, il fallait obtenir des renseignements si on voulait savoir ce qui se passait. Et donc, un jour, on a vu arriver des civils qui n'avaient rien de plus pressé que de se mettre en militaire pour faire leur travail entre guillemets. Et donc, très rapidement, je me suis rendu compte de ce que c'était. N'ayant pas les moyens de m'opposer à ce procédé pour obtenir des renseignements, j'ai donc envoyé une lettre de démission d'officier à mon supérieur hiérarchique qui est très rapidement intervenu et qui a fait cesser le régime de la torture. Avez-vous des questions? Pourquoi est-ce que votre service militaire il a duré aussi longtemps? Ah ben parce que la classe à laquelle j'appartenais, on a été, on partait en principe pour 18 mois. En fait, on faisait 24 mois. Et puis, je devais être libéré à une période où il y a eu les événements de 58 qui ont fait qu'on a été encore maintenu 2 mois de plus. Et puis, les 2 derniers mois, j'ai fait en supplément parce que ils avaient décidé de maintenir en service les officiers et les sous-officiers pour préparer le référendum qui précédait l'indépendance. Je peux même dire, si vous voulez, que je suis un cas unique dans l'armée française, parce que j'ai été 2 fois maintenu, 1 fois rappelé, et j'ai été porté déserteur. Ah ben j'ai été porté déserteur parce que donc, je vous ai dit que j'avais été évacué sanitaire, donc je me suis retrouvé à l'hôpital de Constantine. De l'hôpital de Constantine, on m'a renvoyé chez moi à Saint-Malo, et puis pendant ce temps-là, mon dossier remontait les échelons de l'armée, et donc il est monté de la compagnie au bataillon, du bataillon au régiment, du régiment à Constantine, de Constantine à Alger, d'Alger il est arrivé à Paris. Évidemment, à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça, donc le temps que ça remonte, tous les échelons. Et quand le dossier de Yannick Véron est arrivé à Paris, ils ont regardé, ils ont vu l'adresse, et ils ont dit ah ben tiens, il est de Saint-Malo, il faut qu'on l'affecte quand même quelque part, alors on va l'affecter à Granville. Et donc, ils ont envoyé mon dossier à Granville, et à Granville, moi, j'étais pas au courant, donc j'étais chez moi, je dormais copieusement à ce moment-là, et donc les gens de Granville se sont dit, mais il n'est pas venu, donc il est déserteur. Et donc, dans un cas de déserteur, on prévient la gendarmerie pour aller chercher Alors, il y avait mon adresse. Donc, les gendarmes sont venus me chercher chez moi à Saint-Malo. Bon, je dormais, bien sûr, à ce moment-là, copieusement. Et donc, ma mère est venue me réveiller en me disant, les gendarmes te cherchent. Et puis, les gendarmes m'ont dit, ben, écoutez, vous êtes porté déserteur parce que vous êtes affecté à Granville, mais vous n'y êtes pas allé. Ben, je dis, personne ne m'avait dit d'y aller, moi. Alors donc, il faut que vous alliez à Granville vous faire démobiliser. Alors, je suis allé à Granville quand même pour me faire démobiliser. Voilà. C'est comment dire, les méandres de l'administration.
Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes membre de la 4ACG? Vous êtes membre de la 4ACG aujourd'hui? Oui. Et pourquoi vous faites partie justement de cette association? Eh bien, parce que j'ai une sœur qui habite Rennes et qui un jour m'a dit tiens, il y a quelque chose qui pourrait peut-être t'intéresser. Il y a sur le champ de Mars, comment ça s'appelle déjà le champ libre? Les champs libres, oui. Champ libre. Elle me dit j'ai vu qu'il y avait une association qui fait une séance. Et toi qui es ancien d'Algérie, ça peut peut-être t'intéresser. Alors je suis allé et effectivement, c'est là que j'ai pris conscience que ce que j'avais gardé en moi, ça valait le coup quand même de pouvoir le partager. Et c'est la raison pour laquelle je fais partie de cette association. Donc, vous savez quel est le principe de l'association, hein, on reverse la pension d'anciens combattants qu'on a, on reverse cette pension à l'association qui se sert de ces fonds-là pour faire justement quelque chose, par exemple, pour améliorer la condition d'une école en Syrie, etc., quoi. Voilà. Et puis en même temps, notre rôle, c'est de venir vous rencontrer, vous les jeunes, et puis de dire, voilà ce qu'on a vécu. Jusqu'ici, on n'a encore rien dit, mais c'est important que vous sachiez ce qui s'est passé, et puis que vous teniez au courant de la situation. Après la guerre, le sujet de la guerre d'Algérie, est-ce qu'il a été tabou dans votre famille ou bien vous en Non. avez parlé Non, non, j'en ai pas parlé. J'en ai pas parlé. J'avais pas envie de raconter tout ça. Mon père avait été ancien prisonnier pendant la guerre de 39-45. Et il ne parlait pas non plus beaucoup de sa captivité. Et moi, j'avais pas envie non plus de raconter tout ce qui s'était passé. Quand j'écrivais à mes parents, je leur racontais pas tout ce que je vivais. Ça, c'était en moi et puis le couvercle par-dessus, quoi. Moi, il y avait juste un point. Vous avez parlé de civils qui voulaient devenir militaires assez rapidement, mais j'ai pas compris le rapport avec la suite parce que vous parlez d'une lettre de démission. C'était des civils. Dans le cas que j'ai connu, moi, c'était des civils qui, pour faire leur travail, entre guillemets, se déguisaient en militaires pour faire penser que c'était l'armée française qui faisait de... Bon, l'armée française a fait de la torture. Bon, mais dans le cas que j'ai connu, moi, c'était des civils qui faisaient ça. Peut-être pour le compte de l'armée française, j'en sais rien, mais... Donc, si j'ai bien compris, des civils qui faisaient des actes de torture. Ouais. Mais ils s'habillent en militaire. Ah oui, oui. Ah oui, pour faire penser que c'était l'armée française qui faisait de la torture, mais non. Oui. Enfin, moi, c'est ce que j'ai vu. Hein. Oui, bien sûr. Il y avait peut-être, il y a eu sûrement d'autres endroits où c'était des militaires qui faisaient ça, mais là, dans le cas que j'ai vu, moi, c'était des civils. Ils étaient arrivés, ils faisaient partie d'un organisme qui s'appelait le DOP, détachement opérationnel de je ne sais plus quoi, enfin, DOP. Et la première chose qu'ils faisaient quand ils arrivaient, c'était de prendre un treillis pour passer pour des militaires. Non, parce que je crois que je peux dire que j'ai été démoli psychologiquement par ce... Ah oui. Physiquement d'abord, Oui. parce que pratiquement, je vous dis, les conditions matérielles qu'on avait, c'était la chaleur, surtout que c'était en 56, hein. Donc à l'époque, il n'y avait pas les conditions qu'il y a maintenant. Hein. Maintenant, bon, on a des bungalows qui sont climatisés, etc. Là, c'était des tentes en toile.
avec bon. Et pratiquement, je vous dis, il faisait 55-60 dans la journée, quoi. Parce qu'on était juste à la limite du Sahara. On avait 10 km à faire, on commençait à voir les premières dunes là, qui arrivaient. Donc il faisait 50-60 dans la journée. Hein. Et comme on dormait pas la nuit, puisque pratiquement on sortait toutes les nuits, physiquement et moralement, on était complètement démolis, quoi. Oui, il y a une autre question. Est-ce que vous avez été poussé par l'armée française à faire des actes justement qui ne vous plaisaient pas? Ah non. Ah non, 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 non. D'abord, je me suis jamais servi de mon arme, pour la bonne raison que la première fois que j'ai essayé de regarder l'arme que j'avais, je me suis aperçu que le pistolet que j'avais au ceinturon, il n'y avait pas de percuteur. Alors donc, je risquais pas de faire grand-chose avec ça. Non, non, je ne me suis jamais servi de mon arme. Bon, les bons hommes que j'avais sous mes ordres, quelquefois, ils étaient obligés de tirer parce qu'on leur tirait dessus. Hein. C'était ça. Hein. Et puis, je vous ai dit, le seul blessé que j'ai eu, ça a été un blessé par l'armée française, alors, par l'aviation française. Alors. Oui. Est-ce que vous avez eu, pendant votre séjour, entre guillemets, l'idée, l'envie de déserter cette guerre? L'avis de... Déserter. Non. Non, parce que... d'abord, je ne sais pas où je serais allé. Parce qu'on était vraiment isolés. On était une compagnie, c'est-à-dire qu'on était 150 bons hommes à peu près, mais on était à 40 km du poste suivant. Alors, qu'est-ce qu'on aurait fait Je dis, j'avais eu aucune conscience politique et donc j'ai fait mon service parce qu'il fallait le faire.